Tout le monde! Pour ce nouvel épisode, je vous propose de sortir votre chapeau d'explorateur, de changer les piles de votre lampe torche et d'affronter les cobras du désert égyptien. On plonge dans le monde des pharaons, des momies, des tombes spectaculaires. Puisqu'aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la malédiction d'un VIP de la 18e dynastie, l'homme au masque d'or, Toutankhamon. Alors accrochez-vous. Alors la malédiction de Toutankhamon, mythe ou réalité? Depuis sa découverte en 1922, la tombe de Toutankhamon, qui est un pharaon d'Égypte ancienne, a fasciné le monde entier. On en a tous entendu parler, on a tous vu ce spectaculaire masque en lapis-lazuli et en or. Cette égyptomanie qui s'est mise en place, cette réelle fascination pour le personnage, pour la visite de son tombeau, a souvent été accompagnée d'une aura de mystère et de terreur, ce qu'on appelle la malédiction de Toutankhamon. Cette malédiction aurait frappé tous ceux qui ont perturbé la momie. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce simplement un mythe, imaginé par des journalistes pour faire monter la sauce et vendre du papier? Ou est-ce qu'il y a une part de réalité derrière ce fantasme? Nous allons voir cela tout ensemble en examinant les origines, les manifestations présumées, mais aussi les explications rationnelles qui sont avancées par les scientifiques. Alors, ce que je vous propose d'abord, c'est de découvrir ensemble le contexte historique. Qui est Toutankhamon? Alors, Toutankhamon, c'est un pharaon de l'Égypte ancienne qui a régné pendant ce qu'on appelle la toute fin de la 18e dynastie. Donc, vers la fin du Nouvel Empire, c'est entre 1332 à 1323 avant Jésus-Christ. Il est surtout connu de par sa découverte dans la vallée des rois, près de Thèbes, par l'archéologue britannique Howard Carter en 1922. Toutankhamon, il est entré dans l'histoire en grande partie à cause de son tombeau finalement. On a trouvé un trésor incroyable d'artefacts funéraires, un trône totalement en or, mais surtout son célèbre masque funéraire. Sa tombe, qui était bien que petite par rapport à sa stature et à d'autres pharaons, a été remarquablement bien préservée, puisqu'en fait, elle a été cachée par des débris de d'autres tombes. En dépit de la richesse de sa tombe, c'est vrai qu'on s'est bourré de statuettes, s'est bourré de meubles, de choses comme ça. L'histoire elle-même de Toutankhamon en demeure plus obscure, puisqu'en fait, il est généralement considéré comme un pharaon mineur, au sens historique et en termes de traces dans les archives. Donc, dans la 18e dynastie, c'est surtout des Amenhotep, des Thoutmôsis, ou encore la fameuse reine Hatshepsut, qui tire un peu leur épingle du jeu. Parce que les grands noms des pharaons comme Ramsès, Séti sont finalement des pharaons qui vont arriver après, donc qui sont ceux de la 19e dynastie. Donc le règne de Toutankhamon a surtout été marqué par la restauration du culte d'Amon, après la période de changement religieux qui a été initiée par son prédécesseur et père, donc le pharaon Akhénaton, pas le rappeur. Donc c'est la période qu'on appelait la période amarnienne, où le pharaon instaure un culte officiel d'un seul dieu, donc le fameux dieu Aton, donc ce qui tranche vraiment avec la nature polythéiste du panthéon égyptien, et où la capitale officielle donc n'est plus Thèbes, mais devient Amarna. Voilà. Donc Thèbes, c'est le Luxor d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent savoir. Toutankhamon, lui, il est né sous le nom de Toutankhaton, donc l'image vivante d'Aton, puisque tout autre dieu, de toute façon, était interdit. Et tous les prêtres, du coup, ont perdu leur statut aussi. Donc il accède au trône vers les 9 ans, suite à la disparition précoce du successeur précédent. Donc il y a Sémenkaré, il y a aussi une des propres filles d'Akhénaton, dans des conditions qui restent de toute façon, on va dire, floues, voire mystérieuses et douteuses. Voilà. On le marie à Ankhésénamon, qui est sa demi-sœur. Alors ça, c'est prouvé par de l'ADN, puisqu'on a du coup matché l'ADN de Toutankhamon avec celui de la momie du tombeau d'Akhénaton. Donc on sait bien qu'Akhénaton est son père. La mère d'Akhénaton, elle, c'est sûr, n'est pas du coup la fameuse Néfertiti. Voilà, c'est une femme qu'on a trouvée dans un autre tombeau, une jeune fille, qui n'est pas du tout de la famille d'Akhénaton. Et puis voilà, donc on le marie à sa demi-sœur, Ankhésénamon. Donc la demi-sœur, on sait de toute façon, elle par contre par la test ADN, que c'est bien la fille d'Akhénaton et la fille de la fameuse Néfertiti. Voilà, donc comme habituellement, on considère que pour préserver la pureté du sang, on se marie entre gens de la famille. Donc là, effectivement, il épouse sa demi-sœur. Donc
À la suite du règne d'Akhénaton, le pays est faible et instable, puisqu'effectivement, le dieu unique, c'est quelque chose qui ne se passe pas très bien. Les relations diplomatiques avec les autres royaumes ont vraiment été négligées, parce qu'il y a eu comme une période effectivement de repli sur soi. Toutankhamon, lui, son boulot, c'est plutôt d'essayer effectivement de restaurer ses liens diplomatiques. Donc c'est ce qu'on peut voir par exemple dans son tombeau. Il y a beaucoup de cadeaux qui proviennent de rois et de princes étrangers. Donc ça c'est voilà, c'est comme ça qu'on sait. Malgré ses efforts pour améliorer les relations, il y a quand même eu des batailles effectivement avec des Nubiens qui sont apportés dans son temple funéraire à Thèbes. Et sa tombe contient une armure et des tabourets pliants qui peuvent servir à des campagnes militaires. Donc on voit effectivement, on voit une petite facette militaire. Le problème étant effectivement que, compte tenu de son âge, on rappelle qu'il est décédé entre 18 et 19 ans, donc ça lui fait un règne très très court. Et qui semblait souffrir d'handicap physique, qui lui nécessitait une canne pour marcher. C'est pour ça qu'on a retrouvé plus d'une centaine de cannes dans son tombeau. Les historiens supposent qu'il du coup ne pouvait pas participer personnellement aux batailles. Donc sa mort prématurée est probablement survenue vers l'âge de 18 ou 19 ans. Elle a laissé peu de traces dans les annales historiques égyptiennes. Et les détails exacts de son règne restent sujets à débat en fait. Parmi les historiens et les égyptologues sont sur le tapis un accident de char parce qu'il y a des côtes qui sont manquantes et des blessures qui sont non consolidées. Donc si elles sont non consolidées, ça veut dire que du coup elles sont arrivées peu de temps après le décès. Des analyses ADN qui sont effectuées en 2010 dévoilent la présence du parasite du paludisme dans son organisme. Et puis on trouve aussi des traces génétiques de la malaria ainsi que de la maladie de Kohler qui pourrait avoir provoqué sa mort. Donc la maladie de Kohler-Mouchet, c'est une pathologie rare, c'est une genre de croissance de l'os naviculaire du pied. Donc on sait que du coup cette zone arrête de se vasculariser et puis commence à avoir une nécrose partielle de l'os. Donc on pense que c'est ça qui explique le nombre de cannes de marche et qui fait qu'il devait certainement avoir un pied, voire les deux pieds souffreteux. Donc un scanner réalisé en 2005 lui révèle qu'il a souffert d'une fracture à la jambe gauche peu de temps avant son décès. Cette fracture du fémur gauche, on voit aussi la rotule arrachée, du coup, montre des traces d'une grosse infection locale. Et on voit qu'il y a peu de cicatrisation, donc ça veut dire que le roi n'aurait survécu qu'entre, on va dire, 1 à 5 jours après cet accident. Alors ensuite, en 2013, on a Chris Nanton, qui est un égyptologue qui réalise ce qu'on appelle une autopsie virtuelle du corps de Toutankhamon, de la momie de Toutankhamon. Donc ça, vous pouvez le trouver, ce documentaire, c'est absolument passionnant. Ça mêle à la fois la criminalistique, donc à la fois les experts, à la fois l'égyptologie. C'est vraiment une enquête policière à part entière pour savoir comment est-ce qu'il a pu décéder. Donc lui, il découvre effectivement une blessure sur l'un des côtés du corps. Donc après avoir créé plusieurs simulations virtuelles sur des causes probables d'accident, ils ont fini par déterminer que ça serait lié à un accident de char. Donc beaucoup pensaient que Toutankhamon serait parti sur un char qui se serait renversé, qu'il aurait chu. Là, on est plutôt sur une hypothèse qu'il aurait été renversé par un char lancé à vive allure, qui vraiment lui aurait écrasé le cœur sous l'impact. Donc dans tous les cas, effectivement, que ce soit un décès accidentel, que ce soit un meurtre, que ce soit, on ne sait pas trop finalement. Ce qui est sûr, c'est que Toutankhamon n'a pas eu le temps de faire construire sa demeure d'éternité, puisqu'on rappelle, on a un règne de 9-10 ans maxi, donc les temps de construction étaient plus longs que ça. Donc quand il est décédé en 1327 avant Jésus-Christ, il a bien fallu lui trouver un endroit où reposer. Donc on a finalement choisi une petite tombe qui était apparemment destinée à Haï. Alors Haï, c'est son vizir. Donc pendant les 70 jours prévus par la momification, c'est le temps d'enlever, je rappelle, tous les viscères, de vider de son sang, d'enlever le cerveau. On le plonge dans un bain de natron, donc qui est du sel, pour dessécher le corps et enlever toute l'humidité qui va pourrir. Donc ça, oui, donc là, une bonne momification prend environ 70 jours. Donc les ouvriers préparent donc une tombe plus modeste finalement, qui lui, du coup, avait déjà bien avancé son tombeau.
Voilà, donc au bout des 70 jours, on y met Toutankhamon selon les rites funéraires royaux, accompagné de ses filles au milieu de ses trésors, donc le fameux masque qu'on retrouve aujourd'hui, des cercueils, des sarcophages ornés de pierres précieuses, et les fameux vases canopes dans lesquels on a enfermé ses viscères. On a mis du mobilier funéraire qui pourrait avoir besoin dans l'autre vie, des objets, des jouets et ses souvenirs de pharaon enfant. Donc voilà, donc après, ma foi, le tombeau va rester scellé pendant du coup des milliers d'années sans souci. Donc la découverte du tombeau se fait, on sait, en 1922. Donc tout le monde a entendu parler de Howard Carter. Il y a pas mal de films, de séries sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est un petit côté un peu romanesque. Donc ce qu'on sait, c'est que Lord Carnarvon, qui est un richissime mécène, qui est féru d'archéologie, fouille depuis 2 ans en tant qu'amateur sans grand succès dans la vallée des rois. Alors lui, il souffre de la poitrine suite à un accident, hein, du coup. Et puis c'est vrai que le climat anglais qui est assez humide, on se demande pourquoi, du coup l'incite à aller s'installer en Égypte. Donc sur un conseil d'un homme de terrain, il rencontre Carter. Donc Carter, lui, il travaille en Égypte depuis 1892, tantôt au service de fouilles étrangères, tantôt comme aquarelliste, puisqu'il fait beaucoup de dessins, qui vont en vendant ses œuvres aux touristes par exemple. En 1907, il se fait engager par Lord Carnarvon. Donc les deux Britanniques explorent la nécropole thébaine sans résultat significatif. À partir de 1912, ils travaillent dans le delta du Nil qu'ils doivent abandonner suite à une invasion de cobras. Donc voilà un petit signe déjà du destin. En 1915, ils reprennent la concession arrivée à expiration de Theodore Monro Davis, qui est persuadé que la vallée des rois n'a pas livré tous ses secrets. Après que l'équipe a exhumé des jarres et des seaux au nom de Toutankhamon, Carter recherche sa tombe à partir de 1917. Donc il pense qu'elle est près d'un soubassement rocheux. Voilà, donc il pense avoir une idée d'où elle est, donc il axe ses recherches là-dessus. En 1922, ça va pas très bien puisqu'effectivement ils n'ont pas trouvé grand-chose. Et puis Lord Carnarvon, qui est surtout financé par les deniers de sa femme, commence à perdre patience. Donc Carter arrive à le persuader de financer une année de plus en lui disant qu'il lui-même assumera une grande partie de ses dépenses. Donc Lord Carnarvon accepte de repartir pour un an de fouilles. C'est la der des der, comme on dit. Ses recherches en bas de la vallée restent malheureusement infructueuses. Jusqu'ici, ils creusaient dans le bas de la vallée, donc ils n'ont pas trouvé grand-chose. Donc Howard Carter décide d'essayer un autre endroit. Donc lui, en fait, il s'intéresse à un endroit qui est près de l'entrée du tombeau de Ramsès. Mais le problème, c'est que personne ne voulait y chercher parce qu'en fait, c'est un lieu qui est très prisé des touristes. Donc il y avait tout le temps du passage. Donc personne n'a vraiment pris le temps de fouiller là. Donc ce qu'il voulait au départ, c'était bloquer l'accès, le temps de fouiller. Mais vous pensez bien que du coup, il aurait droit à des problèmes. Donc il décide de jouer le tout pour le tout. Il décide d'y aller, de lancer son chantier, même s'il y a les touristes en fait. Et le 1er novembre 1922, les fouilles commencent et Carter découvre rapidement des fondations des cabanes d'ouvriers, qui ont certainement œuvré au creusement de la tombe du fameux Ramsès VI. Donc puisqu'effectivement il trouve ces fameuses cabanes, il se dit que le coin est totalement vierge de toute fouille. Et le 4 novembre 1922, on dégage une marche, puis une autre. Et le soir, du coup, Carter se tient devant une porte, portant le sceau de la nécropole royale, annonçant qu'il se trouve devant le tombeau d'un grand personnage. Voilà. Et c'est comme ça qu'on découvre, effectivement, donc il y a plein de péripéties, puisque les autorités égyptiennes viennent, il faut attendre qu'elles viennent. Carter et Carnarvon vont quand même dans le tombeau et ils font un petit trou pour juste passer des miroirs et pour voir à l'intérieur. Enfin voilà, il y a toute encore une histoire, mais qui est très bien racontée par plusieurs mini-séries qu'on peut voir sur la chaîne Histoire de temps en temps, qui sont hyper intéressantes. Moi, je trouve ça sympa. Alors, la mort mystérieuse de certains membres de l'expédition, comment est-ce que, du coup, la légende se crée? Alors, elle prétend que certains membres de l'équipe d'archéologues qui ont exhumé la momie seraient morts de causes surnaturelles à la suite d'une malédiction du souverain défunt.
Donc en effet, il y a plusieurs membres de l'équipe qui sont décédés quelques années après les découvertes de la momie, et notamment Lord Carnarvon, le commanditaire des fouilles. Donc on va examiner ensemble les premières allégations de la malédiction. Donc déjà, il y a cette histoire, effectivement, comme on disait, d'inscription sur la tombe qui est relayée par les journaux. Alors les journaux parlent d'une inscription qui aurait indiqué « Ceux qui entrent dans ce tombeau sacré seront visités par les ailes de la mort ». Donc le truc, c'est qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de cette inscription sur le tombeau. Il n'y a ni preuve photographique, ni mention dans les carnets de Carter, ni encore dans les archives de fouilles, puisque c'était des fouilles qui étaient très organisées, tout était noté, répertorié, photographié, dessiné, tout ce qu'on veut. Donc il est plus probable que ce soit l'invention de journalistes qui veulent vous faire monter un peu la sauce et qui veulent voilà, faire le buzz, comme on dit maintenant. Donc la première victime, si on peut dire, de cette malédiction, donc, commence par la mort du canari de Howard Carter, qui est lui avalé par un cobra qui arrive à se glisser dans sa cage, quelques jours avant l'ouverture du tombeau. Donc là, le cobra étant le symbole des pharaons, les ouvriers locaux, du coup, à commencer par ceux que Carter emploie sur la fouille, ils voient un très mauvais présage. Donc là, ils commencent à parler effectivement que leur trouvaille serait maudite, hein, tout simplement. Donc, au milieu du mois de mars 1923, Carnarvon est pris de fièvre, de frissons et de sueur. Les médecins accusent alors une piqûre de moustique au visage, hein, qui, comme il s'était écorché en se rasant, se serait infecté et aurait été accompagné par une pneumonie et qui aurait provoqué une septicémie mortelle. Donc la rumeur affirme que le chien du Lord Carnarvon, qui lui était resté au château de Highclere en Angleterre, poussa un hurlement au moment de la mort de son maître, et à cet instant, les lumières du château ainsi que celles du Caire s'éteignirent. Donc la presse voit en Lord Carnarvon la première victime d'une malédiction. Les journalistes arrivent. En 12 ans, une liste d'une 15 à 30 décès, donc ça dépend selon les sources, de personnes qui auraient été proches de l'expédition, mortes de causes suspectes pouvant être mises en rapport avec la découverte du tombeau. Donc, parmi ces personnes, on a Sir Arthur Conan Doyle, qui est adepte du spiritisme et qui est l'un des premiers à propager cette malédiction du pharaon, qui est pour lui totalement provoquée par des sorts magiques qui auraient été jetés par les prêtres pour protéger le tombeau. Tandis qu'Agatha Christie, elle, s'en inspire dès 1923 pour écrire l'aventure du tombeau égyptien. Et parallèlement à ces auteurs anglais, on a Benito Mussolini, donc le futur dictateur italien, qui est alors ministre italien des Affaires étrangères au Caire. Lui fait carrément déménager de son ministère une momie qui avait été offerte par l'un de ses confrères afin d'éviter d'être frappé par une malédiction. Donc suite à ça, le 5 avril 1923, donc là c'est la date de décès de Lord Carnarvon, 4 mois et 7 jours après l'ouverture de la tombe, il décède à l'âge de 56 ans à la suite d'une piqûre de moustique, donc qui aura entraîné, comme on rappelle, écorchure, septicémie et puis clac. En mai 1923, c'est le décès du professeur Lafleur, qui était un archéologue canadien, qui était un ami intime de Carter. Le 16 mars 1923, c'est le tour du financier George J. Gould, qui lui décède d'une pneumonie à la suite d'une fièvre contractée après la visite de la tombe. Le 23 septembre, donc toujours 1923, on a le décès d'un jeune demi-frère de Lord Carnarvon, le colonel Herbert, qui lui décède du coup 6 mois après. 1924, le professeur Hugh Evelyn White, qui est un collaborateur de Carter, qui fut un des premiers à pénétrer dans la chambre mortuaire, souffre du coup de dépression nerveuse et se pend. 1924 aussi, on a Archibald Douglas Reed, qui est radiologiste, qui était employé par le gouvernement égyptien, qui avait reçu l'ordre de radiographier la momie Toutankhamon, qui décède. En 1926, l'infirmière qui avait soigné Lord Carnarvon décède dans des conditions un peu suspectes. Le 26 mars 1926, donc là on est 4 ans après la découverte du tombeau à Luxor, après la visite du tombeau de Toutankhamon, il y a l'égyptologue George Aaron Benedict qui décède. En 1928, le savant Arthur C. Macy
archéologue anglais qui a aidé Carter à abattre le mur de la chambre mortuaire, meurt sans cause apparente. Ils n'ont jamais réussi à expliquer le décès. En 1929, on a le décès de la secrétaire de Carter, donc Richard Battelle, qui a 35 ans. Il est trouvé, lui, mort dans son lit, apparemment d'un accident vasculaire. Le 2 décembre 1935, décède à New York James Henry Breasted, qui est un archéologue américain, à la suite d'une infection par streptocoque. Donc lui aussi avait visité le tombeau. Le 2 mars 1939, Howard Carter décède à 64 ans. En 1967, Mohamed Mehri, qui est directeur du département des antiquités égyptiennes, décède subitement d'une hémorragie cérébrale, juste après avoir signé l'accord de sortie du trésor de Toutankhamon pour l'exposition au Petit Palais de Paris. En février 1972, c'est Gamal Merez, qui est le successeur, du coup, qui lui meurt à 52 ans, également d'une hémorragie cérébrale, juste après la signature pour une exposition à Londres. Comme si la momie, finalement, ne voulait pas quitter le territoire égyptien. Donc, voilà, ça fait quand même effectivement beaucoup d'essais, des choses qui sont quand même étalées dans le temps. Alors, peut-être avez-vous une idée sur malédiction ou pas dès maintenant. Ce que je vous propose qu'on regarde ensemble, c'est les explications scientifiques. Parce qu'il y a certainement déjà des causes naturelles qu'on peut écarter. Donc, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que du coup, cette histoire de malédiction est un sujet qui passionne même les scientifiques, puisqu'on a effectivement plusieurs équipes qui se sont attelées à trouver des causes, à réfuter, à expliquer. Donc on a un épidémiologiste, Mark Nelson, qui vient de l'université de Melbourne, qui a étudié les livres d'histoire et suivi le parcours des 44 occidentaux signalés par Howard Carter comme étant présents en Égypte pendant cette expédition. Donc entre 1923 et 1926. Donc là, on a des membres d'expédition, des membres de la presse, des membres de la royauté belge, des officiels britanniques et des experts employés par le gouvernement égyptien notamment. Donc 25 d'entre eux ont assisté à l'un des 4 événements pouvant les exposer à la malédiction de la momie, donc c'est-à-dire l'ouverture de la tombe, l'ouverture du sarcophage, l'ouverture des 3 cercueils d'or, et le 4e, l'examen de la momie, puisqu'ils l'ont complètement débandetée. Ces personnes sont décédées à un âge moyen de 70 ans, donc en termes de rapidité pour une malédiction, voilà, alors que les 19 autres sont décédés à un âge moyen de plus de 75 ans. Il souligne d'ailleurs que Lady Evelyn Herbert, qui était la fille de Lord Carnarvon, qui a du coup assisté à l'ouverture de la tombe, et pour elle-même était décédée à 79 ans. Du coup, donc, pour elle, la malédiction n'a pas du tout fonctionné. Et qu'Alain Gardiner, qui lui a étudié les inscriptions de la tombe, a vécu jusqu'à plus de 80 ans. Et que même celui qui a autopsié la momie de Toutankhamon, Douglas Derry, lui, est décédé à l'âge de 87 ans. Alors, ce qu'il faut déjà voir, c'est qu'il y a quand même des risques déjà liés à l'exposition à des agents pathogènes qui sont présents dans la tombe. Puisqu'on se souvient que les tombes sont fermées pendant des millions d'années, il n'y a pas d'air qui circule, donc c'est une vraie boîte de pétri. Donc parmi les victimes, on dénombre un taux élevé de pneumonie asphyxiante. Donc le docteur Geoffrey Dean, qui étudie en Afrique du Sud, croit que les morts sont les victimes d'un virus qui est présent dans son tombeau, qui est resté fermé pour plus de 3000 ans. Donc, si on regarde les choses, on fait que cette hypothèse a fait son temps, puisque les virus pathogènes pour l'œuf ne peuvent vraiment pas survivre autant de temps sans se nourrir, finalement, quelque part. On sait que ces virus pathologiques ne peuvent pas vivre dans des chairs qui sont mortes, elles ont besoin de se nourrir. Donc le fait qu'il y aurait eu un virus qui a résisté à 3000 ans d'enfermement est peu probable. On a le docteur aussi, Stanger Philip, qui elle fournit une explication plus plausible à cette mort mystérieuse. Donc elle, en 1985, à la suite de la restauration d'une momie de Ramsès II, trouve en fait la présence d'une propagation de nombreux champignons. Alors, on sait que d'après les descriptions de Carter, la tombe de Toutankhamon était très humide déjà, donc il aurait pu très bien effectivement faire croître des champignons. Et il décrit même des cultures de champignons qui apparaissaient sur les murs des chambres funéraires, où elles étaient, je cite, si nombreuses qu'elles causaient un grand défigurement.
ajoutant qu'il règne dans ces sépultures un air suffocant. Infesté des exhalaisons des cadavres, une poussière fine s'élève sous les pas et irrite les poumons. Donc, d'après les indices en la possession de ce docteur, donc Caroline Stenger-Philippe, les véritables coupables seraient des substances organiques, donc des fruits et légumes, présents dans la tombe, qui au cours des siècles, en pourrissant, auraient servi de nourriture, se seront décomposés et auraient servi de nourriture à tous ces champignons, qui du coup auraient poussé gaiement grâce à l'humidité ambiante. Et on sait que ces fines poussières organiques sont fortement allergènes. Donc, toutefois, pendant les semaines qui ont suivi la découverte du tombeau, il y a quand même une foule de curieux qui s'y précipitent, puisque du coup, il y a plein de gens qui viennent visiter, des journalistes, des royaux, voilà, c'est ouvert au public. Et que donc il y a des photographes, des dessinateurs aussi, des ouvriers, des notables locaux, même la reine de Belgique viennent voir du coup le tombeau et rien de fâcheux leur arrive, ils ne tombent pas malades tous ces gens. Donc il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'Howard Carter, donc, qui a découvert le tombeau, et Lady Evelyn Herbert, la fille de Lord Carnarvon, qui ont tous les deux passé énormément de temps dans le tombeau, ne meurent bien que des années plus tard. Donc Howard Carter meurt 17 ans après la découverte du tombeau, et pour du coup Lady Evelyn Herbert, elle décède 58 ans après la découverte du tombeau. Donc voilà, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que c'est pas plutôt effectivement dû aux champignons, à toute cette nourriture qu'on a apportée pour le défunt qui a pourri et qui, avec le milieu humide, a complètement envahi les lieux. Voilà. Alors ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'il y a d'autres malédictions qui sont liées à des pharaons. Donc il y a la malédiction de Khéops par exemple. Elle est attribuée à la grande pyramide de Gizeh et à son constructeur, le pharaon Khéops. La légende veut que tous ceux qui ont perturbé la pyramide ou dérangé le repos de Khéops ont subi les malheurs ou des morts prématurées. Par contre, en revanche, on sait qu'il existe très peu de preuves solides pour étayer cette croyance. Alors, une autre malédiction célèbre, c'est celle de Ramsès. Donc Ramsès II, c'est l'un des pharaons les plus célèbres de l'Égypte ancienne, donc il vient après, 19e dynastie. Il est également associé à une malédiction présumée. Les récits suggèrent que ceux qui ont perturbé le tombeau de Ramsès II ont connu des malheurs et des tragédies. Alors toutefois, on peut noter qu'elle est quand même moins célèbre de Toutankhamon, puisque là, effectivement, elle faisait l'objet de maints articles de journaux, de Paris Match, de journaux anglais ou américains. Enfin, une autre malédiction célèbre, c'est certainement celle de Séti Ier. Donc c'est le père de Ramsès II, donc qui est aussi lié à une malédiction présumée. Là, les archéologues et les égyptologues ont découvert des inscriptions sur sa tombe. Alors là, du coup, ça s'est avéré par les journaux de fouilles. Il y a des traces, quoi, avertissant les intrus d'une terrible conséquence s'ils perturbaient son repos. Mais le problème étant que, comme pour les autres malédictions, il est difficile un peu de séparer la réalité du mythe et de savoir s'il y a vraiment eu des victimes à cette malédiction, notamment parmi les scientifiques qui ont découvert le tombeau. Donc j'espère que ce numéro vous a plu. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Ce qu'il faut noter, effectivement, c'est que la tombe de Toutankhamon reste un site archéologique qui est complètement fabuleux, avec des trésors inimaginables qui nous ont vraiment permis d'apprendre plus sur la façon de vivre des Égyptiens. Mais que sa notoriété dépasse le simple crête de l'archéologie, puisque dans on va dire l'imaginaire collectif, on est dans le symbole du mystère, de l'intrigue. Il y a une vie de règne qui est extrêmement courte, donc on ne sait pas comment il est décédé, si c'est un meurtre, si c'est un accident. Donc là aussi, c'est enroulé dans un voile de mystère. Dans l'imaginaire collectif, on imagine également des histoires d'intrigues politiques, des meurtres, des histoires de succession. Donc voilà, ça rajoute, on va dire, une tranche au mystère. J'espère que cela vous a plu, amusé, détendu. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à vous raconter la malédiction de Toutankhamon. Si vous avez une demande particulière, un thème que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas, du coup, à nous laisser un petit message en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite réaction. Je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine. Ciao, ciao! Yeah.